Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale RCF. Il est 8h10 et c'est l'heure du grand invité. Changer le monde avant d'avoir 18 ans, c'est possible. C'est en tout cas la conviction affichée d'un nouveau magazine trimestriel. Il s'appelle Oui Demain, 100% ado. Il est en kiosque depuis quelques jours. Et dans cette aventure, nous retrouvons un journaliste que vous connaissez bien dans la matinale RCF, puisque chaque vendredi, un peu avant 9h, il sélectionne pour nous l'image de la semaine. David Groison, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci de faire durable et d'avoir accepté d'être aujourd'hui notre grand invité. Alors chez Bayard, vous êtes responsable des publics jeunes de plus de 13 ans, c'est ça ? C'est ça. Et vous vous occupez en particulier du magazine Phosphore, le magazine des années lycée. Et là, avec Okapi, donc ça c'est les années collège, et Oui Demain, c'est un journal plutôt pour adultes, vous venez donc de lancer Oui Demain 100% ado, avec cette accroche, changer le monde avant d'avoir 18 ans. Alors est-ce que ça vous agace si on commence cet entretien en parlant de Greta Thunberg ? Alors, si vous avez feuilleté le magazine, on en parle assez peu de Greta Thunberg, parce que pour nous, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors, c'est à la fois quelqu'un d'extrêmement important, parce qu'elle a déclenché, avec sa grève scolaire et avec cette prise de conscience, cette parole forte, elle a déclenché un mouvement impressionnant, c'est-à-dire cette vague de manifestations de jeunes qui sont descendus dans les rues, qui ont fait la grève de l'école. C'est un acte fondateur pour ces jeunes-là. Et en même temps, il se passe plein de choses sur l'écologie, beaucoup plus impressionnant et plus fort que ça. Une personnalité de l'année par le magazine Time, c'était justifié pour vous ? Évidemment, personnalité de l'année, c'est-à-dire qu'une jeune fille de 16 ans réussit à lancer cette mobilisation quand tant d'autres ils sont pas arrivés. Il y a quelque chose effectivement qui est touchant, qui est clivant aussi, parce qu'elle suscite beaucoup de passion, et parfois des passions négatives. Et parfois du rejet, parce qu'elle est jeune, parce que c'est une jeune fille. Et puis elle est un peu notre Jiminy Cricket. Elle dit qu'elle a arrêté d'aller à l'école, parce que d'un coup elle s'est dit, si c'est vrai, si effectivement ce bouleversement climatique qui nous attend est si important, pourquoi on ne fait rien ? Et effectivement, ça renvoie à chacun à notre part d'inaction et à notre passivité par rapport à quelque chose d'impressionnant. Alors d'autres jeunes, autres que Greta Thunberg, qui s'engagent pour le climat, vous en connaissez ? On en connaît plein. Et alors du coup, c'est ça ce qu'on a voulu faire avec ce magazine, cette centaine de pages, Comment sauver la planète avant d'avoir 18 ans. Tout de suite, on a voulu aussi, il y a un titre un peu grandiloquent, mais c'est très ancré dans le quotidien. C'est à table, sur la route, au collège, au lycée. Et l'idée, c'est de se dire qu'en fait, on peut bouger, on peut faire plein de choses. Et en fait, il y a plein de jeunes qui témoignent dans le magazine de choses qu'ils font au sein de leur famille, au sein de leur établissement scolaire, de leur classe sur la route. Et il y a plein d'autres petites Greta Thunberg ? Il y a plein d'autres Greta Thunberg. Il y a des jeunes là au lycée au collège à Châtellerault dans la Vienne qui ont tenté de travailler avec leur cantine pour tendre vers le zéro déchet. Donc ils ont travaillé avec les cantiniers, avec le chef d'établissement pour imaginer des trocs, pour imaginer d'autres types de menus, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire des déchets. Il y a un lycée vers Orsay, ils ont adopté un mouton pour tondre la pelouse et à partir de cette expérience d'éco-pâturage, ils apprennent plein de choses sur la nature. Il y a comme ça, il y a une jeune fille aussi, Victoria, dans le golfe de Saint-Tropez, qui lance une appli pour organiser un peu du covoiturage, parce qu'il y a un problème de voiture qui est dingue dans ce coin-là de la France. Donc du coup, il se passe plein de choses à hauteur d'ado. Aujourd'hui, dire que la jeunesse est le moteur du changement en matière de préservation de l'environnement, c'est démagogique ou c'est en partie vrai ? Moi je suis pas très à l'aise avec ces images de moteur, c'est-à-dire d'abord c'est pas très écolo, non c'est pas vrai, c'est pas ça, mais c'est ce qu'on a voulu faire aussi en mettant l'héroïne de Riyad Satouf en couverture, Esther, qui est transgressive, qui est drôle, qui est vraiment une jeune fille de son temps. Et puis il y a plein de BD aussi dans le magazine où on rigole au sein de la famille en montrant que personne est porteur de l'ensemble de la solution, personne est complètement cohérent, pur et écolo sans reproche, et que si les ados vont reprocher à leurs parents de manger trop de viande, les parents peuvent faire un discours sur le téléphone portable et de se dire que peut-être que le streaming, le changer de téléphone tous les ans, etc., ça a aussi un poids écologique. Donc l'idée, c'est de donner un objet de discussion au sein des familles pour réfléchir ensemble aux actions qu'on puisse poser et que ça ne se limite pas à distribuer des bons et des mauvais points. Qu'est-ce qui est nouveau dans l'engagement de ces jeunes par rapport aux générations précédentes ? Ce qui est nouveau, c'est à la fois cette prise de conscience, ce passage à l'action. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes, là par exemple, le lycée Hélène Boucher à Paris, qui eux-mêmes ont organisé des conférences, font venir des scientifiques
pour apprendre comment va se passer le changement climatique, comment on fait ces prédictions de 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, etc. Et donc c'est eux qui envoient des emails, qui convainquent des chercheurs, qui ensuite convainquent des enseignants de leur prêter des heures de cours, etc. Moi je ne crois pas que ma génération, on se serait battu pour avoir des heures de cours en plus. Est-ce que c'est un mouvement bien structuré ? Est-ce qu'il y a des associations ? Est-ce qu'il y a des collectifs ? Ou c'est une myriade d'initiatives personnelles ? Alors c'est à la fois une myriade d'initiatives personnelles et puis il y a un mouvement Youth for Climate qui a organisé cet été un premier réunion, colloque, summer camp de 3 jours à Bordeaux. Ils étaient 500. Ils ont fait venir justement aussi là des gens pour les aider à penser, les aider à agir. Et on publie le journal de bord d'une jeune fille de 17 ans, Koupaya, qui raconte ce qui s'est passé et à la fois les limites qu'elle voit à ce mouvement-là. Et notre idée avec un magazine comme celui-là, c'est d'aider aussi effectivement à dépasser l'indignation, à dépasser la manifestation, parce que les jeunes eux-mêmes se rendent bien compte qu'il va falloir passer à autre chose et puis leur dire aussi que nous, le monde adulte, on prend notre part et on essaye d'agir, d'inventer des choses, que ce soit technologique, scientifique ou plus politique. L'engagement politique traditionnel comme on le connaissait, c'est terminé ? Ça me dépasse un peu de savoir si c'est terminé. Je crois en tout cas qu'on voit là qu'il se passe des choses à plein de niveaux. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette idée-là des adultes se bougent aussi, c'est-à-dire de montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire à son niveau personnel. Vous n'essayez pas de faire de guerre entre les générations ? Alors, il n'y a pas de guerre entre les générations, au niveau de la famille, au niveau de la classe, au niveau de l'établissement, mais il y a évidemment des choses structurelles. Quand on parle de tout ce qu'on peut faire dans une salle de bain, on rappelle aussi qu'en fait, par exemple, la moitié de l'eau qui est perdue, c'est dans les tuyauteries des villes et que c'est une question d'urbanisme, c'est une question et ça, les jeunes, ils peuvent pas de beaucoup voirie faire avancer. Et qu'ils peuvent y faire en choisissant, en votant, en s'engageant justement dans des mouvements peut-être politiques, etc. Mais c'est du ressort du monde adulte. David Groison, ces derniers jours, on a vu des images affolantes de ce qui se passe en Australie. On apprend aussi que les pôles sont menacés. Il y a, parallèlement à ces constats, un discours catastrophiste qui progresse et aussi une forme de désespérance qui touche certains militants écologistes. Est-ce que cette désespérance, vous la trouvez chez les jeunes ? Alors oui, le mouvement collapsologue est assez fort aussi chez les jeunes. Alors nous, ce qu'on veut, vous connaissez les titres de Bayard, que ce soit Okapi ou Phosphore, on est résolument du côté de la lumière. Donc nous, on avait envie de montrer ce qui est encore possible, ce qu'on peut faire, comment on peut agir, mais sans nier le réel, sans nier effectivement la perte de biodiversité. Mais ce malaise, vous le sentez, vous rencontrez beaucoup de jeunes gens. On le rencontre, et c'est vrai que c'est à la fois triste, c'est inquiétant, et nous, notre travail d'adulte, en tout cas, c'est d'être en soutien pour leur dire qu'on peut quand même continuer à construire et qu'on peut continuer à espérer. Les parents, justement, ils suivent leurs gamins ou c'est compliqué ? C'est à la fois c'est compliqué. Je pense que tout le monde a autour de soi des récits, et en même temps c'est, je crois, l'endroit le plus adéquat pour la transformation. Et c'est pour ça que nous on était heureux de faire ce projet avec les équipes de Oui Demain. Parce que là on entre au cœur des familles et que ce magazine, et qu'on fait du papier et pas du numérique, parce que pour des adolescents on aurait pu penser qu'on allait faire un projet numérique, mais l'idée c'est que c'est un magazine qui circule dans la maison, qui traîne sur la table du salon, et que chacun puisse faire un ping-pong en disant t'as vu eux dans telle famille ils font comme ça, tiens dans tel collège ils font comme ci, et que d'un coup ça devienne un objet de discussion, parce que chacun voit bien le niveau de déchets, d'emballage, un débat sur comment on part en vacances, est-ce qu'on prend l'avion, le train, la voiture, comment on se déplace pour aller au travail, etc. Tout ça, c'est des sujets qu'on peut aborder en famille et qui permettent de faire avancer le sujet. Mais tous ces jeunes que vous rencontrez, tous ces jeunes qui s'engagent, qui sont inquiets pour la situation de la planète, est-ce qu'ils ont le sentiment d'être pris au sérieux par les adultes ? Alors, il y a une nouveauté depuis la rentrée. Jean-Michel Blanquer a lancé un statut d'éco-délégué au sein des collèges et des lycées. C'est-à-dire qu'en parallèle des délégués classiques de classe, il y a des jeunes qui sont élus pour porter des sujets de transformation écologique au sein de leur établissement. Il y a déjà plein d'établissements qui s'en emparent, plein de jeunes qui s'en emparent. Ça permet sans doute de structurer. Il y avait l'exemple des lycées agricoles qui faisaient ça depuis très longtemps,
dans lequel ils ont fait des projets particulièrement impressionnants. Donc je crois que si on leur donne à la fois la structure et des débouchés, ça peut aider à vraiment changer les choses. Quand vous voyez tous ces jeunes qui s'engagent, vous êtes bluffé ? Ah, moi je suis bluffé. Je suis bluffé par la créativité de leur slogan. Je suis bluffé par leur capacité à se mettre en action, à essayer de changer des choses et à faire vraiment dépasser l'éco-geste et à se dire on peut organiser un covoiturage en téléphonant à deux copains. Cette jeune Victoria qui dit on va organiser une appli pour que ça soit à l'échelle vraiment de l'ensemble du golfe de Saint-Tropez. Ça, moi je trouve ça extrêmement bluffant. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont bien intégré qu'il y avait plusieurs niveaux d'action, niveau individuel, niveau familial et puis niveau un peu plus collectif. Exactement. Et que du coup, notre responsabilité, c'est d'entendre aussi qu'ils nous disent il y a aussi un niveau plus politique et qu'il serait temps d'agir et que la dernière COP avant Noël est pour ça particulièrement triste parce que rien n'a avancé, rien n'a bougé. Là, ça va être une année 2020 extrêmement importante pour la biodiversité avec plusieurs rendez-vous et un rendez-vous à l'automne prochain important. Quand vous dites, vous parliez de l'Australie tout à l'heure, plus de 30%, 40% d'animaux qui ont péri. Voilà, ça, je crois que il est temps d'agir. Oui. Cette préoccupation des jeunes, leur engagement, ça nous engage, nous adultes aussi, à agir, vous croyez ? Ça nous engage, nous, à agir, évidemment. Je crois que chacun ne peut pas regarder les jeunes qui décident de se bouger, alors qu'ils auraient sans doute une part d'enfance à garder, une part d'adolescence à garder, et qu'il y a quelque chose qui s'abîme là. Et nous, notre devoir, c'est effectivement de leur tendre la main pour les aider à dire que non, on va construire ensemble et qu'on va avancer ensemble. Vous avez évoqué la part d'enfance, c'était les mots de Greta Thunberg, vous avez gâché mon enfance. Ces larmes vous ont touché ? Moi, ça m'a touché, et puis je trouve que ce qui me touche aussi, c'est la façon dont elle est attaquée alors qu'elle a 16 ans. Moi, il me semble que quand on est un adulte, en fait, on a envie de protéger d'abord un enfant. On peut tout à fait discuter avec elle, en débattre, ne pas être d'accord avec tout, trouver qu'il y a des outrances, etc. Mais je trouve qu'il y a une forme de violence dans la réaction du monde adulte qui n'est pas appropriée quand il s'agit de jeunes de moins de 18 ans. Voilà, moi les jeunes de moins de 18 ans, on est plutôt là pour les accompagner, pour les aider à passer les étapes qui mènent vers l'autonomie et vers la prise de responsabilité plutôt que leur taper dessus. David Groison, je voudrais qu'on revienne à ce magazine Oui Demain 100% ado, comment sauver la planète avant d'avoir 18 ans. Alors on a beaucoup parlé d'engagement politique, citoyen depuis le début de cet entretien, mais ça passe aussi par des gestes concrets, des éco-gestes, et là vous recensez dans ce magazine différents lieux où les ados peuvent agir, mais derrière les ados, c'est toutes les familles. Ça commence par l'alimentation, c'est ça le premier lieu pour s'engager ? Alors, ça commence par l'alimentation et les transports. C'est vraiment, si on regarde le bilan carbone des Français, ce qu'on peut faire, nous, c'est vraiment là où c'est les plus importants. Et donc, on essaye de le faire avec humour, c'est-à-dire que, par exemple, on a fait tester à deux ados des hamburgers végétariens, c'est-à-dire il y a tout ce champ de la tech food qui se développe, où c'est vraiment les grands géants de la Silicon Valley qui développent la culture de steak en laboratoire, etc., pour leur faire à la fois goûter, savoir si c'était bon. Alors eux, ils ont trouvé ça plutôt pas mal, que c'était assez bluffant, mais derrière ça, c'est pour raconter effectivement le poids que peut avoir le bœuf, et puis se dire... L'idée, c'est pas de trancher, c'est-à-dire qu'on propose toutes les solutions, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les solutions technologiques, il y a aussi des solutions de décroissance, il y a aussi des solutions de sobriété heureuse, il y a aussi... Et l'idée, nous, c'est de proposer, on n'est pas là pour donner des injonctions, pour dire du prêt-à-penser, mais proposer toutes ces actions-là. Et puis chacun va se dire, peut-être que je peux manger moins de viande, ou peut-être que je peux remplacer le bœuf par du poulet, parce que le bilan carbone est 16 fois moins important, etc. Réfléchir aussi aux emballages, voilà. Donc on donne des éléments pour structurer aussi une pensée derrière des articles un peu rigolos. Un peu ludiques. Alors l'alimentation, mais aussi les transports, on sait que c'est une génération hyper mobile, et là aussi, prise de conscience, comment je me déplace ? Et là, on a voulu aussi pas être dans un côté naïf, c'est-à-dire on a testé par exemple la trottinette électrique, et en fait le bilan carbone est pas très bon. Et en fait, c'est pas une solution écolo très forte, parce que il y a
c'est très vite périmé. Il y a beaucoup de gens qui doivent les prendre le soir pour les recharger dans des camionnettes, etc. Donc on a fait un vrai travail journalistique très, très exigeant d'aller chercher les vraies sources, les vrais chiffres pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a des vraies solutions. Par exemple, il y a un moteur de recherche, Ecosia, qui a beaucoup le vent en poupe, etc., parce qu'ils plantent des arbres. Les ados, ils disent, arrête, lâche Google, on va tous passer à Ecosia parce qu'on va planter des arbres. Bon, en fait, quand on a enquêté, et ça a été une longue enquête, au final, ça utilise les mêmes serveurs informatiques que d'autres moteurs de recherche, donc, qui fait qu'en fait, ça pollue tout autant, alors que Google, lui, est entraîné dans une démarche écologique où il fait fonctionner ses serveurs de plus en plus avec des panneaux solaires et des énergies propres. Donc, c'est pas si simple. Rien n'est simple. Il y a aussi un long passage sur comment changer le monde avec son téléphone. Voilà, ils ne font pas que regarder des vidéos YouTube sur leur téléphone. Merci beaucoup, David Groison. Peut-être pour terminer, votre slogan préféré, puisqu'il y a beaucoup de créativité dans cette jeunesse. Mon slogan préféré, voilà, là, vous me piégez. Moi, j'aime bien on est plus chaud que le climat, parce que je crois que c'est avec cette part d'humour et cette part d'énergie positive de savoir tous ensemble qu'on avance. Merci beaucoup, David Groison. Oui, demain, 100% ado, c'est dans les kiosques et on vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour l'image de la semaine. Merci.